Bonjour, donc bienvenue à cette table ronde baptisée Innovation, lieu ouvert et nouvelles pratiques métropolitaines. Et juste avant de commencer, je vais donner la parole à Baptiste Bretonne, le cofondateur de NeoNomad, qui est une solution qui permet de trouver des lieux de travail un peu partout en France, des sites de coworking. Donc je vous laisse la parole. Oui, merci pour l'introduction, merci pour l'accueil. C'est un grand plaisir de pouvoir pitcher dans une salle aussi prestigieuse et belle. J'ai la lumière en plein dans le visage, donc je ne vous vois pas du tout, donc c'est super pour le track. Donc je vais présenter NeoNomad en 2 minutes. Nous, on s'est lancé il y a à peu près 3 ans sur le constat que le travail était en train de changer en profondeur, notamment grâce et à cause des technologies de l'information, et que finalement le travail se prolongeait un peu partout, en dehors du bureau, un petit peu au domicile des salariés, des indépendants, et puis de plus en plus dans des espaces qu'on appelle des tiers-lieux, ou des espaces de coworking, dont on a ici un fier représentant pour Numa. Et du coup, notre idée, ça a été de se dire, de la même manière qu'on va réserver son taxi, son hôtel, sa place de parking, l'idée de pouvoir réserver un espace de travail flexible en quelques clics. Donc on a lancé NeoNomad. On référence aujourd'hui plus de 400 espaces de travail flexibles et collaboratifs. On les regroupe sur une plateforme qui permet du coup de faire une recherche, géolocalisation, réservation, paiement en ligne, et puis plein d'autres services assez marrants comme la commande de plateau repas ou d'être sûr d'avoir votre café quand vous arrivez dans un espace. Donc ça, c'est l'application qu'on a lancée, et on travaille beaucoup à la fois avec des indépendants qui viennent nous voir pour cette plateforme et pour le référencement, mais aussi avec des grandes entreprises qui permettent à leurs salariés, dans le cadre de leur mobilité ou du télétravail, d'accéder à ces espaces. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que pour nous, le travail est au cœur des problématiques de mobilité, et on rêve d'une ville finalement une ville intelligente, dans laquelle finalement l'espace de travail aussi est géré comme une modalité de la mobilité au quotidien. Et au lieu de faire des déplacements dans Paris pour rejoindre son lieu de rendez-vous, repasser par le siège de l'entreprise, etc., on peut avoir accès à un réseau d'espaces flexibles, collaboratifs, on demand, et qui permettent, un petit peu comme un Autolib pour la voiture, de réserver des bureaux à tout moment et à tout endroit. Donc on est ravis d'être là et de participer à ce débat sur la ville intelligente qui, pour nous, doit prendre en compte la logique du lieu de travail également. Donc peut-être avec NeoNomad. Merci beaucoup. Merci. Et bon débat. Donc avec moi pour ce débat, Antoine Frérot, le PDG de Veolia. On a Claudio Vandi, qui est le directeur des programmes d'innovation au Numa. On a Carmen Santana, donc une des fondatrices de l'agence Archicubique et de l'agence transdisciplinaire Cubique. Et Franck Hellary, qui est directeur général logement Île-de-France pour Bouygues Immobilier. Donc en fait, le constat qu'on a fait quand on a déterminé ces tables rondes, c'est que ces dernières années, on a des lieux nouveaux qui ont fait leur apparition et qui sont maintenant en plein essor, les incubateurs, les accélérateurs de start-up, les lieux de travail partagés, les espaces de coworking ou les lieux dédiés à l'open innovation. Alors il y a 10 ans, on regardait ça un petit peu comme des ovnis. Maintenant, il y en a partout, dans toutes les grandes métropoles. Ces lieux qui sont portés par le digital et de nouvelles manières de concevoir et de travailler sont arrivés. Et outre en fait l'émergence des startups, ils sont en train de bousculer la sphère économique au sens large et changent les manières de faire. En témoignent les collaborations de plus en plus étroites entre les grands groupes et les startups, ou les collaborations entre les entreprises de secteurs différents qui auparavant étaient habituées à travailler en silo. Donc pour commencer, Claudio Vandi, je vais commencer avec vous. Le Numa a été un précurseur, c'est un des premiers incubateurs de Paris. Vous multipliez désormais les projets avec les grands groupes, vous vous déployez à l'international. Quel regard vous portez sur la multiplication de ces nouveaux espaces collaboratifs actuellement? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc moi également, je ne vois pas super bien, donc il y a des personnes dans la salle. On est super content du fait qu'il y en a de plus en plus. Hein. Nous, on a toujours une vie et une évolution qui a comme vocation d'être pertinente au moment où on fait certaines activités. Donc par exemple, on était effectivement le premier espace de coworking payant à Paris.
Aujourd'hui, c'est une activité qu'on a abandonnée, pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce que autour de Numa, aujourd'hui, il y a au moins 5 espaces de coworking à 100 mètres de distance. Et ça nous permet de retrouver une pertinence sur des besoins qui sont, eux, moins couverts par ces espaces. Donc, on ne les voit pas comme des concurrents. Si vous êtes déjà venu, vous voyez que c'est un lieu qui est rempli de monde. Quand on est passé de la cantine, qui était un espace de 300 mètres carrés à Numa, qui en fait 1500, jusqu'à un jour avant l'ouverture, on se demandait comment on va le remplir, cet endroit. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre trop de place? Et aujourd'hui, déjà à Paris, on est un peu serré. Et on ouvre à Casablanca, on ouvre à Moscou, on ouvre à Bangalore. Ça montre que c'est une dynamique qui est vraiment très, très forte. D'accord. Antoine Frérot, je vais poursuivre avec vous. Donc, avec Veolia, vous êtes notamment investi dans le Tuba à Lyon, qui est un lieu d'innovation dédié à la ville intelligente, où justement les startups travaillent main dans la main avec les grands groupes. Très simplement, pourquoi est-ce que vous investissez dans ce type de projet ? Peut-être vous donner l'origine de la vision de Veolia sur la Smart City. Elle est bien sûr liée à nos métiers et à nos services. Et la ville numérique nous apporte à nous 3 gros types de progrès. D'abord, de l'efficacité, une ville plus efficace, je vais y revenir. Ensuite, la possibilité de créer de nouveaux services. Et donc, je dirais une ville participative. Et enfin, des collaborations qui n'existaient pas au préalable, avec toute une série de partenaires sur lesquels je reviendrai, et donc également une ville plus collaborative. Alors sur l'efficacité, pour une entreprise qui est spécialisée dans le fonctionnement technique de la ville, le fait de pouvoir truffer les infrastructures ou les équipements de capteurs, de pouvoir en temps réel analyser l'ensemble de ces informations, de pouvoir notamment relier des informations liées à des équipements qui se parlaient peu avant, entre l'eau, l'énergie ou la propreté, ça permet bien évidemment d'être plus efficace dans leur gestion, moins de consommation d'énergie, moins de dépenses de renouvellement inutiles, des interventions beaucoup plus ciblées et donc globalement un fonctionnement plus efficace, un meilleur rapport qualité-prix. Ça permet aussi de créer de nouveaux services qu'on ne pouvait pas imaginer au préalable. Les tout premiers, ça a été par exemple pour les abonnés du service d'eau, le fait de pouvoir avoir une information sur leur portable dès lors que la veille, leur consommation d'eau s'est un peu emballée, ce qui signifie certainement qu'ils ont une fuite quelque part pour qu'ils puissent la réparer. Et puis maintenant, les nouveaux services permettent aux usagers des services publics de suivre en temps réel leur consommation d'eau et d'électricité et de pouvoir, ou de chauffage, et de pouvoir la gérer en fonction de leur présence, en fonction de leurs souhaits dans leur logement, et donc leur permet de décroître leur consommation de l'ordre de 15%. Et puis de fil en aiguille, on peut imaginer des tas d'autres services au sein de la ville. Avec notre secteur propreté, on a imaginé une logistique inversée dans un certain nombre de villes, c'est-à-dire que les camionnettes qui font la livraison le matin en apportant les marchandises, elles ne repartent plus à vide, elles repartent avec les cartons, les papiers, les déchets, et nous les amènent. Tout ceci pourrait être bien coordonné demande de l'échange d'informations en temps réel. Donc cet aspect de nouveau service que j'appelle participatif permet aux usagers d'être acteurs de leur ville, plus acteurs de leur service, permettent aussi à ces usagers d'être des sentinelles. Ils nous envoient par exemple un trottoir mal nettoyé, une poubelle sale, un poteau incendie détérioré en photo, permettant donc d'agir immédiatement et beaucoup plus rapidement. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée de collaboration avec d'autres acteurs. Et à Lyon, effectivement, à l'instar de Numa, on a créé le Tuba avec les pouvoirs publics, le Grand Lyon, un certain nombre d'autres collectivités, un certain nombre de grandes entreprises, et puis toute une série de start-up, de TI, mais aussi les pôles de compétitivité, il y en a pas mal à Lyon, les chercheurs, les laboratoires de recherche et les universités. Et l'idée, c'est même chose qu'à Numa, c'est donc un lieu, là il y a 600 mètres carrés, que Veolia effectivement anime et préside, et où les Lyonnais peuvent venir tester, essayer, en tant qu'usagers d'abord, de nouveaux services interactifs,
ou bien toutes les startups du coin peuvent, alors bien en prenant leur rôle, si je puis dire, venir proposer et proposer de tester leurs propres idées avec l'information en open data que l'ensemble des partenaires a accepté de mettre sur le site. D'accord. Alors Franck et Larry, vous d'ailleurs vous participez aussi au Tuba. Je crois. Mais avant de poursuivre là-dessus, je voulais revenir un petit peu sur l'initiative que vous avez concernant des espaces de coworking. Nextdoor, vous déployez également des campus et non des tours de bureaux. Donc c'est assez intéressant quand même de voir que voilà, ça évolue aussi sur ce créneau-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de disposer de ces lieux davantage ouverts et collaboratifs? Alors, la démarche qu'on a mis en œuvre, elle date d'une quinzaine d'années, où on est passé de distributeur de produits de logement à une étude sur l'usage. Alors là, on est bien dans le principe de la Smart City, pour voir comment aujourd'hui, autour des usages, on peut faciliter la vie des usagers, qu'ils soient résidents, habitants, qu'ils soient personnes travaillant, ou touristes, ou tout un tas de services publics qui peuvent venir autour. Donc ça a été notre premier élément, et la première démarche qu'on a eue sur l'usage, ça a été de travailler sur le fort d'Issy-les-Moulineaux, où on a beaucoup travaillé sur comment ouvrir un quartier, un fort qui était complètement fermé, comment ouvrir ce fort qui était peu connu à quelque chose où la ville pouvait se l'approprier. Alors de ça, effectivement, est né l'élément incubateur prototype, c'est-à-dire qu'on s'est lancé, plus que de continuer à créer du logement comme on le faisait dans les années précédentes, de trouver et d'essayer de développer des incubateurs prototypes et de passer de ces incubateurs prototypes à des systèmes de produits définitifs pour nos clients qui fonctionnent parfaitement. Vous parliez de bureaux, donc bureaux, et on a lancé en 2007 le premier immeuble à énergie positive en bureau à Meudon, qui s'appelait Green Office, qui a été un incubateur. On s'est posé la question, effectivement, au fur et à mesure d'une démarche itérative pour le construire et le réaliser avec notre client. 2 ans après, on s'aperçoit qu'effectivement, les promesses qu'on avait données fait que l'immeuble est positif et il est même un peu meilleur que ce qu'on avait prévu à l'origine. C'est aussi parce qu'on s'est suivi avec notre client dans l'utilisation des données et dans la gestion de ses biens. Alors on a continué un peu plus loin sur les espaces de coworking, où on s'est dit qu'avec les problèmes que rencontraient les agglomérations en termes de circulation, et puis justement cette obligation de travailler en réseau beaucoup plus pour justement se rapprocher des usages, et que les grands groupes comme les nôtres doivent être les penseurs de la ville de demain, et d'investir justement là-dessus, on s'est dit qu'effectivement, si on pouvait rapprocher en termes d'usage le travail de l'habitation ou des grands pôles, en tout cas de décision, ça pouvait être intéressant. Donc on a lancé une démarche qui s'appelle Nextdoor, où effectivement l'idée est de proposer des bureaux mais complètement flexibles. Alors la première question, c'est de savoir si nous-mêmes on est flexible, parce que si on veut que ça fonctionne, il faut se mettre à la place des futurs utilisateurs. Et ça a été un premier travail chez nous de se dire, tiens, est-ce qu'on a la capacité de quitter notre bureau classique et de se rendre plus flexible dans le travail, de travailler sur du télétravail. Ça, vous l'avez fait? Et ça, on l'a fait. Et on continue à le faire. Alors c'est une vraie démarche intéressante parce que du coup ça a développé chez nous de la recherche et de développement, ça a développé chez nous un intérêt des jeunes à travailler sur ces problématiques, puisque eux ils sont nés avec le digital, et donc ça va beaucoup plus vite aussi pour justement travailler les usages et essayer d'être précis et pas se tromper. Donc la démarche Nextdoor, c'est exactement ça, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut offrir aujourd'hui aux entreprises dans un site qui est plutôt bien placé, proche des transports, pour aller plus vite. Alors c'est tout bête, si vous faites moins de transport, vous êtes plutôt au bureau, vous êtes plus décontracté parce que vous n'avez pas fait 1h30 de transport pour aller à votre lieu de travail, et donc forcément vous êtes plus performant. Et la démarche Nextdoor, c'est ça, c'est de dire qu'en fonction du besoin qu'a une entreprise, elle a besoin d'un bureau privé, elle a besoin de bureaux partagés, elle a besoin d'un espace de coworking, elle a besoin d'une salle de réflexion, elle a besoin de salles de réunion spécifiques, un peu sympa, elle a besoin de services autour et pas d'avoir à s'occuper de ses propres services quand elle se rencontre. Eh bien Nextdoor propose tout ça dans un élément totalement flexible où vous réservez à la demande le type de bureau que vous voulez. Et puis l'idée, c'est effectivement, on s'occupe de tout. Donc c'est de rendre simple le travail, simple et communicatif. Et puis, si je vais au bout de cette démarche Nextdoor, on l'anime. Donc, on est gestionnaire de cet endroit Nextdoor. Donc, c'est à Issy-les-Moulineaux, c'est 2600 mètres carrés.
On anime tous les jours pour que les différentes entreprises, start-up ou grands groupes qui viennent travailler là puissent se rencontrer, puissent échanger, discuter. Et on voit qu'effectivement, ça fonctionne très bien. La preuve en est, c'est qu'on s'était donné 2 ans pour remplir complètement Nextdoor. Et qu'en l'espace de 6 mois, Nextdoor est quasiment totalement rempli avec plus de 300 salariés qui travaillent tous les jours dans Nextdoor et 30 entreprises qui aujourd'hui utilisent Nextdoor comme un lieu de travail alternatif et flexible. D'accord. Alors ce qui est intéressant avec des lieux comme les espaces de coworking comme le vôtre, c'est qu'on se retrouve du coup avec des gens on a un cadre de la Société Générale qui va discuter avec un graphiste indépendant, on se retrouve avec une mixité importante et justement je rebondis sur l'agence Cubic que vous avez cofondée, Carmen Santana. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit, c'est une agence transdisciplinaire, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Bonsoir tout le monde, merci d'être là, encore à cette heure-ci, un vendredi, de surcroît. Oui, alors, moi je suis fondatrice de l'agence Archicubic, qui est une agence d'urbanisme et d'architecture, qui travaillons en France, mais nous avons fondé, complètement par hasard, d'ailleurs d'une manière très intuitive, il y a 20 ans maintenant, juste après les Jeux Olympiques, un peu plus de 20 ans, un espace qui est un espace transdisciplinaire, dans lequel il y a aussi du coworking. Et c'est un espace, c'est un bâtiment de 900 mètres carrés que nous allons coloniser petit à petit, mais d'une manière vraiment irrationnelle, spontanée, simplement dans le désir de travailler autrement. Et depuis, il y a pas mal de groupes, de grands groupes qui sont venus pour voir ce modèle, des mairies, etc. Donc je suis ravie qu'aujourd'hui, effectivement, presque 20 ans après, des grands groupes soient en train de mettre en place ce type de typologie innovatrice. Les projets de réinventer Paris montre qu'il y a encore une manière d'aller encore plus loin sur ces espaces de travail. D'ailleurs, il y a une remise même en question du comment on travaille, de la quantité de travail qu'on fait, de cette relation avec l'espace public, de la relation d'hybridation, de mutualisation et d'ouverture des cellules de travail sur la ville, sur le quartier, en y mettant évidemment l'humain. On n'a pas arrêté et cessé de le dire ici. D'ailleurs, depuis 5 ans, c'est assez intéressant de voir comment le débat sur la Smart City a changé. On parlait il y a 5 ans des tubes, pratiquement, ou des réseaux, et l'humain était vraiment assez loin de tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte que non seulement il y a des modèles qui sont déjà effectifs, mais que c'est le chaînon, disons, sur lequel on commence vraiment à la construire, à la co-construire. D'accord. Claudio Vandi, là-dessus, je voulais vous demander un petit peu où est-ce qu'on va avec ces nouveaux lieux, ces nouveaux lieux collaboratifs. Est-ce que finalement ces espaces, est-ce que c'est pas qu'une première étape? Est-ce qu'ils sont amenés juste à se multiplier? Est-ce que leurs caractéristiques propres et collaboratives vont-elles naturellement imprégner le tissu économique? Ou bien les deux? Où est-ce qu'on va? Alors, pour ce qui nous concerne, c'est des lieux, c'est des espaces où la question où on va, on se la pose jour par jour et ou semaine par semaine. On n'a pas forcément une direction précise. Mais en termes de, pour ce qui concerne les lieux en tant que tels, parce que votre exemple est intéressant, vous ouvrez des espaces à Bangalore, vous ouvrez des espaces à Moscou, et derrière vous cherchez à tisser des liens en fait entre ces... Voilà. Absolument. Je crois en fait un risque éventuel que je pourrais voir, c'est que tous ces lieux fonctionnent, récréent de la verticalité et de l'étanchéité les uns vis-à-vis des autres. Ils servent à leur nature même, je parle de l'humain et des espaces de coworking, à être des espaces perméables. Nous, une chose qui nous a pris le plus de temps quand on cherche, ce qui nous prend le plus de temps quand on cherche des lieux, c'est de pouvoir trouver des espaces qui soient ouverts sur la ville. Si on est un humain, on est au croisement de 2 rues, on a un accès ouvert sur le public. C'était un ancien, comme beaucoup de bâtiments dans le Sentier, c'était une ancienne usine de textile, il y a des vitrines même. La transparence du lieu est super importante. La capacité d'y accéder facilement est super importante. On a maintenu cette volonté même après les attentats du 13 novembre. Le lieu est resté ouvert, on continue à faire des événements. On a mis de la sécurité bien sûr à l'entrée, mais on ne peut pas les fermer. Si on les ferme, si on les met en haut d'une tour ou avec un badge à l'entrée, pour nous, on pousse le modèle à son maximum. Ensuite, je sais que en fonction de comment on les gère, on peut avoir besoin d'un badge pour entrer, mais en tout cas,
l'ouverture vers la ville et vers une multitude d'acteurs est fondamentale. Et ce qu'on fait quand on ouvre à Bangalore, Moscou ou Casablanca, c'est pas un modèle de franchise. On n'arrive pas avec un modèle il faut 5 étages. Voilà, c'est des joint ventures avec des partenaires locaux et chacun l'aurait fait à son échelle. À Bangalore, le café est tout en haut au lieu que tout en bas parce qu'ils ont pensé que c'était mieux comme ça. Chez nous, il est tout en bas, il n'est pas tout en haut. Bon, chacun se les approprie. Et effectivement, les liens entre ces espaces sont importants. Outre les liens entre les espaces, peut-être un mot quand même sur le fait qu'Onuma, vous développez énormément les relations avec les grands groupes, avec la SNCF, la Poste et j'en passe, quasiment tous les grands groupes sont passés chez vous. Et surtout, ça a amené les grands groupes à collaborer entre eux. Peut-être un mot là-dessus, mais... Oui, on vient de lancer un programme sur la Smart City, donc on est dans la bonne semaine, qu'on a lancé mardi soir, qui s'appelle Data City. Il y a un site datacity.paris. C'est un programme d'innovation ouverte. Et c'est vrai que d'habitude, on a plutôt tendance à avoir des programmes lancés par une entreprise. Là, vu que le sujet de la ville est un sujet forcément par nature pluriel, il n'y a pas un acteur qui incarne tout seul les services à la ville. On l'a lancé avec plusieurs sponsors partenaires. Donc là-dedans, il y a Vinci Énergie, Suez, CETEC, Nexity, la ville de Paris, Cisco. Donc l'idée, c'est que chacun puisse effectivement amener son terrain d'expérimentation, parce que chacun a des terrains propres. Mais la plupart des ateliers qu'on fait avec ces partenaires, on les fait ensemble. On ne fait pas un canal par partenaire, on travaille vraiment ensemble parce que là aussi, il y a tout intérêt à créer de l'open innovation entre les entreprises, et pas uniquement entre les entreprises et les startups. Et tout ça dans un cadre qui est un cadre autre qu'un cadre de marché classique où on se retrouve en concurrence ou un partenariat d'une manière très formelle. C'est plutôt les opérationnels de ces entreprises qui trouvent des opportunités de collaborer entre eux et c'est ce qui fait vraiment l'ADN de ce type d'espace. D'accord. Antoine Frérot, ce qui est intéressant quand même avec l'essor de ces nouveaux lieux, donc encore une fois, ça favorise les interactions entre des groupes qui ne se parlaient pas forcément auparavant. Vous avez lancé, c'était en 2011, M2O City, une co-entreprise avec Orange, pour recenser les compteurs connectés et favoriser les télérelevés. Est-ce que ce type d'initiative, on aurait pu l'imaginer il y a 10 ans ou est-ce que... on a fondé M2O City il y a 8 ans. Ah bon, autant pour moi. C'était pas en 2011. On avait eu l'intuition. D'accord. M2O City, aujourd'hui, c'est le plus grand portefeuille d'objets connectés en France. C'est 6 millions d'objets connectés à travers les villes en France. Plus largement, je reviens sur votre question sur l'avenir de ces lieux. Moi, je ne suis pas persuadé que si ces lieux parviennent à atteindre les résultats qu'ils s'étaient fixés en se créant, perdureront. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin pour imaginer, deviner, créer de nouveaux services, de nouveaux contacts, de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux usages. Mais normalement, les échanges avec les nouvelles technologies de l'information sont permises sans co-localisation. On n'a pas besoin d'être dans le même espace. Plus on a des outils d'échange d'informations, moins on a besoin d'être côte à côte, normalement. Si jamais cette création de nouvelles idées, ce réflexe d'utiliser l'ensemble des données mises à disposition de tous, se répartit dans la population, si les usagers prennent l'habitude de chercher à utiliser tout ce qui leur est mis à disposition, si donc ça marche un jour, normalement on n'a plus besoin du lieu. Et ça se fait, automatiquement avec l'habitude d'aller regarder sur les informations disponibles au grand public tout ce que les imaginateurs, les créateurs peuvent utiliser. Et donc il n'est pas certain que ces lieux soient nécessairement éternels. Ça voudrait dire d'ailleurs, s'ils ne le sont pas, que le pari est gagné, c'est-à-dire que l'économie aura changé, que l'économie du partage, l'économie de l'usage, ce sera modifié, et que l'échange d'informations sera devenu naturel, la création de nouvelles informations, la mise à disposition de nouvelles informations sera devenue naturelle. Donc Claudio Vandi, vous allez disparaître alors, si j'ai bien compris.
Disons, la cantine, on l'a ouvert en 2008. Depuis, l'opportunité de se connecter à distance n'a pas baissé et les gens qui viennent dans les espaces augmentent. Je pense qu'il y a une caractéristique de l'espace physique qui fait que vous pouvez y aller sans avoir forcément déterminé un besoin précis. Quand vous vous connectez sur un réseau, vous devez déclarer votre identifiant, une identité, et je rejoindre un groupe. Quand vous venez dans un espace comme Numa, vous venez pour peut-être prendre un café, vous rencontrez quelqu'un qui va devenir votre associé 6 mois après. Donc il y a un côté intéressant dans la création qui est cette absence de déterminisme de la volonté qui permet de la création. Et donc ça n'empêche pas de se connecter à distance. Mais nous, on avait ouvert la cantine en même peu de temps après Facebook. Et les gens qui venaient à la cantine disaient « je retrouve mon réseau Facebook ici ». Et c'est ça qui fait qu'ils viennent en fait. Oui, mais pour prendre un café sans se connaître avant, Facebook peut suffire hein, aussi. Alors, il me semble que... c'est peut-être mon origine italienne qui joue. Hein. Mais vous dites Numa a été créé en 2008, c'était il y a 8 ans. On ne change pas en 8 ans ce que ces nouvelles voies de travail, d'échange vont pulvériser. Donc 8 ans, c'est très peu. Quand je disais, le jour où le pari sera gagné et qu'on n'en aura plus besoin, tout aura changé. Il n'y aura pas seulement que la plus grande entreprise de taxi du monde qui n'aura pas de voiture, la plus grande chaîne de commerce du monde qui n'aura pas de magasin. Tout aura changé. Ça va prendre beaucoup plus que 8 ans. Et à ce moment-là, je dis, effectivement, vraisemblablement, les échanges seront tellement naturels et les recherches se feront sans besoin de lieu physique, effectivement, ils pourront disparaître. Mais ça va prendre un bout de temps. Franck Hélary, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce que je pense qu'en fait, on a un fabuleux champ des possibles en ce moment. Et c'est assez fabuleux malgré les événements qui se passent. C'est que nos modes d'habiter et nos modes de travailler sont en train d'évoluer. Donc en fait, je pense que ce qui est dit, tout le monde a un peu raison, c'est que le jour où peut-être toutes les entreprises auront évolué sur des espaces de coworking ouverts et partagés en intégrant des startups, en intégrant d'autres entreprises pour venir travailler en milieu ouvert, sans doute que tous les éléments qu'on ait sont le précurseur de ça. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec le digital et l'évolution, il faut voir que des métiers comme les nôtres, qui sont des métiers assez traditionnels, eh bien aujourd'hui, sont obligés d'aller vers les nouvelles technologies et de l'innovation. Et donc, on est obligé de s'ouvrir. Donc peut-être que nos propres sites de travail vont évoluer. Je ne pense pas que les autres vont disparaître, c'est qu'au contraire, ils nous mettent sur la voie de l'évolution du travail collaboratif. Et une fois de plus, je reviens à l'usager. Aujourd'hui, l'usager, il est créateur de valeur. Qu'il soit habitant ou qu'il soit usager, s'il s'intègre dans la ville, c'est lui qui va nous apporter de la valeur. C'est lui qui va nous donner l'information, qu'elle soit digitale ou autre. C'est lui qui va nous apporter à la manière dont on va faire évoluer nos projets. Et effectivement, ça laisse la place pour moi à un champ assez extraordinaire pour les grands groupes d'un côté, avec tout le pouvoir d'investissement, la recherche et le développement qu'on peut avoir, et toute la capacité des startups aujourd'hui à aller 10 fois plus vite que des grands groupes que nous sommes, pour nous amener très vite des idées, et à nous de saisir ces bonnes idées pour soit pousser ces startups à se développer sur des idées de la ville de demain, soit de les aider par le biais financier, soit par les incubateurs d'y participer. Vous parliez de Tuba, effectivement Veolia et Bouygues Immobilier sont 2 acteurs historiques de Tuba à Lyon, et ça permet effectivement de s'ouvrir très nettement vers l'extérieur. Et donc je pense qu'effectivement il y a un avenir de tous ces lieux. Moi je pense par contre cet avenir, il ne faut pas le voir comme des bureaux figés. Il faut le voir comme des choses qui vont évoluer. J'aime bien l'idée de l'ouverture et de la visibilité. Le travail, c'est plus forcément au milieu d'un bureau fermé. Et c'est très ouvert si on veut attirer les startups parce qu'elles ont envie de vivre dans un espace convivial. Et donc, si on veut les attirer, il ne faut pas les faire rentrer dans des grands bureaux tout fermés. Et en même temps, il faut aussi faire nos sièges sociaux et continuer à faire travailler les entreprises. Donc, moi, je pense que c'est une mutation qui est en train de se passer. Et du coup, ça ouvre un champ qui est plutôt optimiste pour l'avenir.
Carmen Santana, vous me disiez il y a quelques jours que l'étape d'après, ça pourrait être en tout cas de sortir justement de la standardisation, d'avoir des lieux comme des incubateurs, des immeubles de bureaux, des lieux dédiés, mais que tout se mélange d'une certaine façon. Est-ce que finalement le coup d'après, c'est celui-ci? Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'abord d'affirmer des temps. Tout va tellement vite, la technologie, on l'a vu, est une marée imparable. Il y a 10 ans, on était obligé de défendre Internet, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est un outil et il sera ce qu'on voudra faire. Donc moi, je pense qu'en ce moment, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, dans ce sens où ces processus vont en parallèle. C'est et. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est ou ça, et avoir des affirmations sur le temps. Vraiment, je pense que c'est très compliqué. D'abord, il faut en plus qu'on apprenne à désapprendre. Et on vient d'être loin. Et vraiment, on est formaté, on vient de la société post-industrielle, une société rationnelle qui nous a formatés à consommer, à vivre, à s'endetter d'une certaine manière, à rouler en voiture, à avoir notre maison, nos voitures, nos machins. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une société complètement irrationnelle, dans laquelle, et on est en train de le voir par la place des jeunes, les attitudes qu'ils ont au niveau des commerces, comment ils n'achètent pas des voitures, comment ils copartagent. Mais ça, c'est tout nouveau. Et ça remet en question sérieusement les fondements même de notre économie. De la même manière, comment on partage Airbnb, en allant même au-delà du coworking. Ça, c'est une manière de travailler. Et c'est pour les start-up. Mais c'est pour ça que j'aime bien parler, moi, des espaces transdisciplinaires qui mélangent en même temps des entreprises comme la mienne, qui sont 10, 15 personnes, des professions libérales qui ne sont pas du tout dans les start-up, qui utilisent certainement les nouvelles technologies. Mais c'est une richesse qui est très intéressante. Je parlais tout à l'heure de la mobilité. La relation, la transformation de la mobilité aujourd'hui fait que notre manière de travailler va être complètement différente. Regardez, lorsqu'il y a eu les attentats, on a demandé, les grandes entreprises ont demandé de rester chez eux, de travailler depuis la maison. Elles n'ont pas eu de perte, ça ne s'est pas arrêté. Je veux dire, c'est compliqué, parce qu'il faut qu'on apprenne à les apprendre, il faut qu'on apprenne à faire confiance aux gens, à penser à quand ton travailleur, s'il est chez lui, il va aussi quand même produire, même s'il est plus près de ça. Et en plus, ces lieux-là, aujourd'hui, demandent, et je pense que là, nous, comme urbanistes, quand je parlais tout à l'heure de ce coworking, de cet espace transdisciplinaire qu'on a fait à Barcelone d'une manière très spontanée. C'est très intéressant parce que comme urbaniste et dans notre travail après d'approche de la ville, nous a beaucoup servi pour justement essayer d'hybrider davantage, de travailler sur la mutualisation, de travailler sur cette ville beaucoup plus sensible et dans laquelle les limites sont très peu définies. Or, on vient d'un monde de la construction qui est quand même très dur, très typifié, standardisé, effectivement, dans lequel les curseurs bougent très doucement, mais ils sont en train de bouger d'une manière assez drastique dernièrement. Et vous allez voir les avances qui va se faire. Je peux vous parler de 2 projets sur lesquels on est avec des grands groupes français, dans lesquels on n'a même pas d'appellation urbanistique pour définir le projet sur lequel on est. Parce que c'est de l'habiter, c'est du travailler, c'est de l'espace public-privé, c'est de la mutualisation pour les habitants, pour les étudiants à certaines heures. Enfin, il n'y a pas d'appellation urbanistique. On est en train de travailler avec les juristes des villes pour essayer de voir quel type Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est en train de se passer de plus en plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est avoir des outils de travail communs, bien entendu, dans des échelles complètement transversales. Un de ces outils, c'est le vecteur temps, le vecteur de réversibilité de nos bâtiments, quel qu'il soit, que ce soit un bâtiment public, que ce soit une boîte pour parquer des voitures, que ce soit du bureau, que ce soit du logement, parce qu'on ne sait pas, ça va trop vite. Moi, je pense que ça va quand même trop vite. On parle même de futur obsolète. Je ne crois pas que les choses aillent si lentement. Et je pense que donc c'est ça. Et le processus est très important. Regardez les processus et l'hybridation qu'on peut en faire pour apprendre et pour aller plus loin. Antoine Frérot, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur le côté irrationnel. Moi, je ne trouve pas du tout que ces pratiques nouvelles, ces nouvelles pratiques urbaines, ces nouveaux usages sont irrationnels. Ils sont très rationnels en revanche. C'est plus pratique. Ou bien c'est beaucoup moins cher, ou bien c'est plus rapide, ou c'est moins de temps de perdu. Tout ça est assez rationnel. Ces nouveaux usages, s'ils s'imposent, c'est parce qu'ils apportent quelque chose qui n'existait pas avant. Et la différence entre ce qu'ils apportent et ce qui existait avant est grande, et c'est pour ça que c'est si rapide. Comment Uber a, dans ce pays-ci, pu aussi vite faire florès
Il y a quand même une bonne raison, hein, c'est quand même beaucoup moins cher. Comment Amazon a conquis, au moins dans le monde du livre et maintenant dans beaucoup d'autres mondes, une telle part de marché, c'est que c'est plus pratique. C'est aussi moins cher. Donc tout ça est rationnel. C'est donc pas irrationnel, c'est non traditionnel, c'est nouveau. La différence de bénéfices que ça apporte, avec beaucoup de dimensions différentes, est forte. Et c'est bien pour ça que ça va tout pulvériser, ça va tout bouleverser. S'il n'y avait pas un gros bénéfice nouveau, ça ne deviendrait pas comme ça. Hein. On a quand même des freins, malgré tout, pour accélérer un petit peu les choses. Parmi les freins dont on parle le plus, il y a notamment la question des données. On ne peut pas ouvrir n'importe quelle donnée. C'est un vrai problème. Franck Hellary, vous m'en parliez. Est-ce que d'après vous, c'est un des principaux freins à lever et comment on le lève comment vous faites? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les éléments réglementaires. Donc là-dessus, effectivement, il y a un travail à faire avec les pouvoirs publics et il y a un travail aussi de pédagogie à faire avec nos propres usagers sur la notion de partage de la donnée. On parle beaucoup de big data. On voit que dans les incubateurs, l'idée est de partager justement de la donnée pour pouvoir être ceux qui vont créer les services de demain et donc toujours s'approcher le plus vite des usages des nouvelles générations et des usages de consommation de nos publics. Mais effectivement, il y a une sécurisation aussi de la donnée qui est à faire, une confidentialité de la donnée et ne pas la rendre individuelle mais plutôt collective. Donc il y a un certain nombre de travail, nous sur les capteurs qu'on peut mettre dans les appartements par exemple pour travailler sur les consommations énergétiques ou pour pouvoir échanger de la donnée, par exemple je prends l'idée des lampadaires intelligents qu'on a travaillé sur notre ICI Grid, le premier grid en France. Eh bien effectivement il y a tout un travail à faire et à mener autour de la donnée qui n'est pas simple. Par contre on voit bien qu'on est en train de s'ouvrir, qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se faire là-dessus. Et je pense que à partir du moment où on est sur une logique de baisse des coûts et de baisse des charges énergétiques, dans le cadre, on est en pleine COP21, donc si on est sur la transition énergétique. Si on travaille beaucoup là-dessus, ce sera d'autant plus ouvert de la part de nos usagers que si on travaille sur d'autres sujets. C'est des éléments qui sont très importants. Pourquoi? Et je rejoins ce que vous dites, c'est qu'on est en train de créer des modèles pérennes de baisse des coûts. Et quelque part, effectivement, c'est un élément, moi je ne pense pas que ce soit très, comment dire, enfin, ça ne va cesser d'évoluer puisque nos logiques aujourd'hui de ville est bien de réduire les consommations, et bien de mettre l'usager comme un élément moteur autour de ça et d'avoir une pédagogie de tous pour ça. Et pour ça, il faut partager la donnée. C'est une évidence. Maintenant, il faut l'utiliser avec des éléments de contrôle, c'est évident, pour pas que ça parte dans tous les sens. Antoine Frérot. Oui, je pense que le problème de la gouvernance des données est quand même un nœud essentiel de notre affaire. Ces données, notamment celles de la ville, celles dont je parlais moi pour les métiers techniques de fonctionnement de la ville de Veolia, cette gouvernance, me semble-t-il, si elle n'est pas une gouvernance solide et publique, va nous abonner à de grosses difficultés. Aujourd'hui, les Google, les Apple, les Facebook utilisent beaucoup les données privées, sans que les gouvernances soient bien affermies et font leur beurre là-dessus. C'est sur les données privées que ces GAFA font leur beurre. Si les responsables de la ville veulent que ceci se développe de manière équitable, aussi rapide, à destination de tous, ils ont intérêt à mettre en place une gouvernance solide, souple, mais publique de ces données. Et c'est d'ailleurs, ça sera la seule voie possible d'ailleurs pour en assurer la sécurité et le niveau de confidentialité requise. On discutera longtemps de l'usage des données privées, et encore très longtemps. Et moi, je fais le pari qu'au fur et à mesure que le temps passera,
on acceptera, peut-être qu'on rémunérera d'ailleurs les données des gens, auprès des gens, mais on acceptera d'en mettre de plus en plus dans le public. Mais ça doit être contrôlé, ça doit être piloté, ça ne doit pas être fait par n'importe qui, à n'importe quel moment et à n'importe quel profit. Cette gouvernance d'une grande masse de données publiques du fonctionnement de la ville, aujourd'hui, elle n'est pas encore bien arrêtée et elle n'existe pas. Il va falloir la mettre en place, l'imaginer, l'inventer dans les années qui viennent, si on ne veut pas que tout ça devienne très brownien. Claudio Vandi, peut-être un mot là-dessus. Vous avez l'habitude de travailler avec des startups pour qui c'est parfois très compliqué justement de collaborer avec des groupes parce qu'ils ne veulent pas tout simplement lâcher certains jeux de données qui sont considérés comme trop importants de leur côté. Comment est-ce que ça se gère? On en est où? Ça se gère entre entreprises, hein, donc il faut trouver un intérêt économique mutuel pour faire des partenariats, faire des services. On parlait beaucoup d'open data à un moment, c'est vrai que dernièrement on en parle moins, c'est une nuance d'ouverture qui passe de l'ouverture complète de données pour certaines données jusqu'à déjà l'existence de données accessibles sous conditions. Donc, disons, le mantra de l'open data a été un peu mitigé sur les dernières années, plutôt pour partir dans une logique d'API, de données accessibles, mais avec des cas économiques, avec des règles d'usage, parce que c'est quand même, effectivement, tout n'a pas vocation, tout n'a pas besoin, et tout n'a pas d'être ouvert de manière indiscriminée à n'importe quel usage. Et donc les startups, et déjà je pense que ça a beaucoup évolué, hein, il y a quand même une volonté de la totalité des entreprises qu'on rencontre de travailler avec des startups, mais justement parce que à un moment, c'était vu comme des petits projets qui allaient nulle part, hein, donc il n'y avait pas intérêt à travailler avec elles. Maintenant, c'est des entreprises. Hein. Effectivement, on les voit, on les adresse en tant que telles. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a d'utiles, il y en a des moins utiles. Donc, comme avec n'importe quel partenaire, prestataire, client, ça se gère en fonction de l'intérêt des uns et des autres. Très bien. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que dans la salle, des questions ? Non. Bon, écoutez, on va enchaîner sur... moi, j'avais une question donc, complémentaire. C'était notamment, on parle beaucoup de la révolution de l'Internet des objets. Bon, on a raté la révolution de l'Internet. Les GAFA sont aux États-Unis. Est-ce que ces nouveaux lieux collaboratifs sont pas justement une opportunité pour la France et puis plus largement pour l'Union européenne de ne pas rater cette révolution de l'IoT, un moyen d'en profiter. Antoine Frérot. L'Internet des objets, ça s'applique à beaucoup de choses. Hein, et ça s'applique d'abord à l'industrie, et puis ça s'applique aussi à la ville, et sans doute à plein d'autres trucs, hein, et notamment à la maison. Donc moi, je vais pouvoir vous parler de ce que je connais le mieux. C'est quand même l'usage de cette démarche dans la ville. Dans l'industrie, il me semble que les grands industriels ont intérêt à s'y mettre rapidement, ce que beaucoup font, parce que s'ils ne le font pas, les fameux GAFA vont le faire à leur place. Et ils vont finir par s'intermédier entre eux et leurs clients, et les transformer en sous-traitants, en piquant au passage une partie et la meilleure partie sans doute de la valeur ajoutée. Ce sera pareil d'ailleurs pour des entreprises comme la nôtre, puisque nous avons bien sûr un client donneur d'ordre qui est la collectivité publique lorsqu'on travaille avec une ville, mais on a nos clients usagers derrière, c'est-à-dire c'est eux qui payent le service d'eau, qui payent le service de chauffage, c'est eux qui payent également le service de collecte et de traitement de leurs déchets. Si nous ne prenons pas les devants et n'inventons pas ce qu'on peut faire en truffant la ville de capteurs pour pouvoir inventer de nouveaux usages, d'autres le feront à notre place. Et ceux-là vont, parce que l'Internet des objets permet une relation interactive avec les usagers, ceux qui captureront cette relation, qui la prendront,
cette relation avec les usagers. Ceux qui sont en relation avec les clients, finalement, ce seront eux qui prendront la meilleure part de la valeur ajoutée et qui sous-traiteront aux exécutants les tâches à faire. C'est exactement ce que fait d'ailleurs Airbnb ou bien Uber. Hein. Aujourd'hui, Airbnb est le plus grand hôtelier du monde sans hôtel. C'est eux qui sont en contact avec les clients et qui transforment les majoreux hôteliers j'allais dire en esclave, c'est un trop grand mot, mais en sous-traitant réduit à la portion congrue en matière de valeur ajoutée. Bon. Donc c'est en ce sens-là que tous les grands industriels ou toutes les grandes entreprises qui travaillent dans la ville ou pas ont intérêt à essayer de deviner elles-mêmes comment l'Internet des objets va révolutionner ou bousculer l'ensemble de leur business model et notamment de l'ensemble de leurs relations avec les clients. Est-ce que la France est mieux placée que d'autres? Vous savez, le Minitel, ancêtre de l'Internet, aurait dû placer la France mieux que tous les autres il y a 30 ans. Hein. On a loupé le coche. Dans bien des domaines, c'est souvent en France que les innovations les plus subtiles, les plus rusées, naissent une première fois. Et puis, hop, on se la fait piquer et elle s'envole. Sans doute parce qu'on sait mal l'industrialiser. On a moins cet esprit d'entrepreneur qui rapidement la diffuse, investit. Peut-être qu'on manque également d'outils d'investissement pour ça. Bon, l'Internet des objets, ça peut être la même chose, ou ça peut, si jamais les entreprises prennent conscience de l'enjeu pour elles, ça peut être le fait de savoir évoluer avec son temps dans leur métier. Cela dit, ici en France, il y a tant de grandes entreprises, ce qui est un des points forts du pays. Si elles sont devenues grandes, c'est qu'elles ont su, dans le passé et pendant des dizaines d'années, elles ont su faire la trace dans leur métier. Elles ont su non seulement suivre, mais même sans doute pour partie inventer l'évolution de leur propre métier. Sinon, elles ne seraient pas devenues grandes, ça ne seraient pas des multinationales. Il n'y a pas de raison que pour cette nouvelle évolution, cette nouvelle révolution, elles ne sont pas capables de faire la même chose. Et donc je pense qu'il faut leur faire confiance dans cette capacité à faire la trace dans leur métier comme elles l'ont fait depuis, pour certaines, plus de 100 ans. Claudio Vandi, vous constatez qu'il y a un problème à industrialiser, notamment auprès des startups que vous parrainez ou pas? Concernant la partie IoT, oui, nous, typiquement, Numa, on est plus sur des séquences disons, de travailler sur les offres et les propositions de valeur de ces projets, pas tellement sur le moment de fabrication, mais les quelques projets qu'on a eu, un hardware et un objet connecté, ont tous eu des problèmes à un moment à passer à l'échelle entre produire 500 et produire 5000 exemplaires de ce qu'ils font. Il y a de plus en plus de lieux qui facilitent le prototypage. À Paris, l'usine.io est le plus connu, le plus grand. Ensuite, c'est souvent en Chine que ça se fait. Hein. L'Europe en général, on a une tradition, une expertise de design de produits, design industriel qui est excellente entre la France, l'Italie, l'Allemagne. On crée des beaux objets et des objets efficaces. Ensuite, sur la filière de production de ça, vous avez en Chine une capacité de production qui est incroyablement plus déployée pour ça. Il y a des accélérateurs dédiés hardware à Shenzhen, par exemple, qui ont une capacité de passer, effectivement, de rajouter quelques zéros à une série d'objets en un peu de temps. Chose qui existe peu en Europe. Très bien, mais écoutez... sur ça, et sur ça, les startups suivent ce qu'ils font le reste des entreprises. Hein. Ils n'ont pas trouvé une manière de faire ce que les grandes entreprises arrivent déjà pas à faire. Très bien, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde.